Je l'ai contactée et en fait, elle m'a dit, mais je fais pas du trail, je suis quelqu'un qui participe à des sorties avec des goélettes et la prochaine sortie, on traverse toute l'île de la Réunion. Si tu veux venir, tu peux. Mais voilà, c'est plusieurs jours d'aventure, quoi. Et en fait, je rêvais de traverser l'île de la Réunion. Porter une goélette, je m'étais toujours dit que c'était génial comme principe, mais je savais même pas que ça existait à la Réunion. Donc en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Et ça s'est tellement bien passé que c'est là qu'ils m'ont parlé que l'année suivante, ils refaisaient la même chose, mais pendant la Diagonale des Fous. Et donc, c'était obligé de revenir en 2019 pour la Diagonale, quoi. Théo, du coup, il arrive en hélicoptère à l'Îlette-à-Malheur parce que personne ne peut le porter en voiture, il n'y a pas de route. C'est son arrivée, elle est juste géniale. Pareil que Lydie, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Théo, pendant toute la descente, on le sait qu'il est stressé, qu'il a toujours un peu peur, mais il nous guide. En fait, il fait vraiment partie de l'équipe, même s'il peut pas marcher. Il nous dit toujours s'il y a une marche, s'il y a quoi que ce soit. Moi, en descente, je suis derrière, donc je vois rien, et c'est Théo qui me dit si j'ai des obstacles qui arrivent. Et en fait, c'est Théo, c'est mes yeux. Et j'adore ce fonctionnement de se dire, bah oui, c'est une personne à mobilité réduite, mais il est clairement dans l'équipe. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Vous le savez, Course épique attache beaucoup d'importance à mettre à l'honneur les destinées d'athlètes émérites, de coureurs confirmés, mais aussi celles d'anonymes passionnés. Pour ce nouvel épisode, je tenais à partager avec vous une initiative que je trouve admirable, les courses à goélette, du nom de ce fauteuil à porteur qui permet aux personnes à mobilité réduite de vivre des moments de course inoubliables avec les bénévoles qui les accompagnent. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Jarillon qui, un soir d'octobre 2019, s'est lancée sur les sentiers du Grand Raid de la Réunion en compagnie d'une équipe d'une 30aine de porteurs afin de permettre à 11 personnes à mobilité réduite de découvrir certains sentiers de leur île qui leur étaient jusqu'alors inconnus. Un immense défi physique, évidemment, sur les 110 km et 9600 mètres de D+, que compte la course, mais au-delà de ça, la promesse d'une aventure humaine bouleversante et inoubliable que va partager avec nous Claire. Mais je ne vous en dis pas plus. Claire va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Porte-Bonheur. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Claire, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Comment se passe ton début d'été ? Salut Guillaume, ça va très bien. Même si la météo est pas la plus parfaite, au moins il fait doux et c'est assez agréable. Et c'est un début d'été où tu travailles en plus. Oui, l'été, je suis médecin généraliste remplaçante, du coup c'est là où tous les médecins partent, donc c'est là où tous les remplaçants travaillent. Donc été assez chargé. Avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. Je vis sur Toulouse et je travaille en Ariège, dans les montagnes. Je suis quelqu'un qui voyage pas mal, qui a toujours le sourire et qui adore tous les sports. On entend que tu as le sourire, ça se sent d'ici. Ah, t'es tombé de ta chaise ? Non, c'est bon. Claire, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport quand tu étais plus jeune ? Quelle place tenait le sport dans tes premières années ? Le sport, alors ma mère était prof d'EPS en lycée, donc en fait j'ai toujours eu des sports dans la vie, enfin dans des activités à côté. J'ai commencé par de l'athlétisme, ensuite j'ai fait de l'escalade, de l'équitation. En équitation, j'ai fait une discipline qui s'appelle le Pony Games, où c'est des jeux en équipe, où c'est des jeux un peu d'idiots, où on descend du cheval au galop, on remonte dessus au galop, on se fait un peu piétiner par le cheval à des moments. Combien de fractures à ton compte ? 0, okay, malgré joli. Plusieurs piétinages. Non, mais donc voilà, ça m'a pris pendant plus de 15 ans à peu près l'équitation. Et c'est collectif, c'est ça ? C'est des épreuves collectives ? Ouais, soit on peut le faire tout seul, soit en binôme, soit en équipe de 5. Et moi, j'ai toujours fait en équipe de 5, du coup.
Et après, avec la fac, la médecine, moins le temps de faire tout ça. Donc, je me suis mise à la course à pied parce qu'au moins, pas de contraintes d'horaire et j'étais bien plus libre. Et au début, je détestais ça. Et petit à petit, j'ai adoré. Et après, je me suis blessée en 2017. J'ai fini dans le plâtre. Donc, pour la rééducation, j'ai pu refaire de la natation, ce que j'ai fait pendant de longues années en UNSS au collège. Sans tes poneys? Sans les poneys, et oui, pas d'aquaponie, désolée pour tout le monde. Donc ouais, j'ai pu reprendre la natation et je me suis mise au vélo de route, chose que je détestais et que je trouvais inutile. Et en fait, pareil, je me suis mise à adorer. Donc ensuite, passage au triathlon et déménagement en 2018 à La Réunion et découverte du trail. Et là, coup de cœur. Grosse passion. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler spécifiquement sur la course à pied, la première course à laquelle tu as participé? Qu'est-ce qui a déclenché à un moment ton envie de franchir le pas, de te lancer sur une compétition? La toute première course que j'ai faite, si je ne me trompe pas, c'était un triathlon en fait. J'ai jamais fait de course à pied avant en compétition. Et je me suis lancée sur un triathlon quand mon kiné m'a autorisée à recourir. La semaine qui a suivi, j'ai couru 4 fois. Dans les limites de ce qu'il m'avait dit. Bon, j'ai un peu poussé le bouchon quand même. On ne te croit pas, Claire. On sait que tu as fait plus que ce qu'il t'avait dit. Et le vendredi, j'avais le temps, donc j'ai été nager, j'ai fait du vélo et j'ai été courir. Et je me suis dit, OK, en fait, tu peux faire un triathlon. Donc, je me suis inscrite à 5 triathlons en 5 semaines pour le mois qui suivait. Quel type de format de triathlon? C'était des formats S, M? C'était du S. D'accord. C'était du S et je sortais d'un plâtre quelques semaines avant. Donc, voilà les bonnes idées que je peux avoir. Et t'as bien encaissé les 4? Ouais, il y en avait même 5. Et oui, ça s'est très bien passé et c'était un régal. Donc, et ensuite, je me suis mise à faire vraiment après, j'ai fait mon premier semi-marathon quelques mois plus tard. Mais voilà, j'ai commencé par le triathlon en compétition plutôt que de passer par autre chose. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection? Sur quelle distance ou discipline tu t'amuses le plus aujourd'hui? Je dirais le trail. Ça va peut-être faire rire tout le monde parce que on peut marcher à des moments quand les montées sont trop raides. Donc ça, moi, ça me va. Et on peut manger surtout. On mange beaucoup. Donc ça me plaît. C'est ce qui me plaît le plus, je pense. Du coup, plus le format est long, plus je peux manger, donc plus je suis heureuse. Mais après, la fatigue rentre en compte. Donc, du 60 km, ça me va. Un peu plus court, ça me va aussi. Trop rapide, ça veut dire qu'il faut courir tout le temps et pas réfléchir. Et ça, j'ai du mal. Mais j'aime bien quand même. En vrai, je suis pas très difficile. À partir du moment où je peux m'amuser, ça va. Est-ce que tu peux nous dire quels sont selon toi tes points forts et tes points faibles, que ce soit d'ordre physique ou mental, ou est-ce que tu penses que tu te débrouilles particulièrement bien et des zones d'amélioration que tu identifies par ailleurs? Alors, je dirais que mon gros point faible, et que tous ceux qui me connaissent pourront confirmer, c'est vraiment le mental. Je suis capable à des moments de déconnecter complètement le cerveau et de laisser rouler le corps. Et à ce moment-là, je fais des choses merveilleuses. Et à d'autres moments, je suis capable de douter de la moindre petite chose et il m'arrive régulièrement de pleurer, que ce soit en sortie trail tranquillement avec mon copain ou pendant une compétition juste parce que je panique et que je doute de moi. Et à ce moment-là, mais je suis vraiment ma pire ennemie. Qu'est-ce que tu ressens là? T'as l'impression que tu vas pas y arriver? Qu'est-ce qui vient t'écraser comme ça? Oui, que je vais pas y arriver, que je suis plus lente, que je suis un boulet, que plein de choses. Et du coup, à ce moment-là, souvent, je me fais submerger. Donc là-dessus, je travaille beaucoup justement pour ne plus me faire avoir par ça et ne plus me faire aussi avoir par la peur parce que des fois, dès que c'est un peu long, un peu difficile, un peu technique, je peux avoir peur de me blesser. Et donc maintenant, voilà, je commence à appréhender tout ça et à mieux gérer tout ça justement pour ne plus me faire avoir parce que quand le corps roule et que c'est la tête qui bloque, c'est quand même dommage, quoi. Est-ce que ça t'a déjà dissuadé, tu penses, de faire des courses ou des plus longs formats auxquels potentiellement tu serais capable de réussir? Est-ce que tu penses que ça a été aussi un frein pour toi? Parce que c'est des choses que tu peux ressentir en amont, cette crainte et cette peur de ne pas y arriver, ou est-ce que c'est vraiment que dans l'instant? Ah non, je suis capable d'anticiper des semaines avant, d'analyser le moindre détail de course. Quand j'arrive sur une course, je peux savoir le moindre détail de la courbe de dénivelé de la course. Je sais où sont chaque ravitaillement et tout. J'ai tout regardé pour me rassurer. Donc je suis devenue une cartographie même dès que j'arrive. Enfin voilà, c'est tout ça pour me rassurer. Après,
Il y a des moments où je suis capable de très bien gérer le truc, ce qui m'est arrivé déjà sur une course de 60 km où la pire descente qui existait, je l'ai eue sous la pluie. Elle était très raide, il y a des cordes, tu te jettes d'arbre en arbre et tout. Et en fait, mon cerveau a déconnecté. Et à ce moment-là, j'ai fait des trucs merveilleux. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire qu'en fait, j'étais capable de beaucoup. Et donc, il faut que j'arrive à déconnecter, mais ça, je décide pas forcément. Après, petit à petit, vu que je commence à connaître un peu mon fonctionnement, je suis capable aussi de dire aux gens qui sont à côté de moi que je commence à paniquer, on va dire, et qu'il faut me faire passer à autre chose ou n'importe. Et ça m'a déjà desservi dans ma première course longue, où c'était un 50 km, première course avec des barrières horaires, où clairement, j'avais peur des barrières horaires. Et donc, tant que je les avais pas toutes passées, j'étais en panique. Et j'ai pas profité à fond parce que ces barrières horaires me stressaient, quoi. Donc, c'est un peu dommage de se faire ça alors que c'est des choses que j'adore, quoi. Ouais, moi aussi, c'est un truc qui me prend au ventre jusqu'à à peu près la moitié de la course où je suis persuadé que je vais pas réussir à passer les barrières horaires. Et à partir du moment où je vois que j'ai à peu près le temps, là, je commence à profiter un peu plus sereinement de la course. Mais c'est un truc qui aussi me préoccupe pas mal quand je démarre une course. J'ai un peu l'impression d'être très limite et un peu peut-être dans la montre. On a l'impression que de ne pas passer le cut sur les 2 ou 3 premières barrières horaires. Claire, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la pratique de la course à pied aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça te donne? Ça me permet justement de mieux me connaître, de commencer à mieux savoir appréhender mes émotions, à savoir m'écouter aussi, à savoir écouter certaines informations qui avant pouvaient me faire peur dans mon corps et que finalement je me rends compte que c'est une simple information qui n'est pas forcément négative. Je sais mieux écouter les douleurs que je peux avoir aussi dans mon corps, savoir si c'est des douleurs de fatigue, de blessures, de surentraînement, des choses comme ça. Donc, c'est assez agréable de savoir que je commence à mieux me connaître. Est-ce que c'est lié à ton métier de médecin? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi là-dessus, sur ta connaissance de toi, ou tu penses que ça n'a pas de lien direct? Non, ça a plus un lien, c'est plus lié aux kinés que j'ai pu avoir qui m'ont appris à écouter mon corps et à mieux me connaître et à justement ne pas paniquer à chaque sensation en fait que je peux avoir. Ça, c'est vraiment les kinés qui m'ont appris ça et c'est hyper utile. Après, ça permet forcément les shoots d'endorphines qui font du bien, ça permet de se défouler, ça permet de partager avec les copains, ça permet de se dépasser, de découvrir qu'on est capable de beaucoup plus. Enfin voilà, c'est assez large et du coup, j'adore ça et la liberté au niveau des horaires. Si j'ai envie de courir finalement 20 km alors que j'avais prévu que 10, bah, je peux. Il y a personne qui va me dire non, la salle, elle ferme. Enfin, voilà, juste tout ça. Beaucoup de liberté. Ouais. Tu nous l'as dit tout à l'heure, donc tu es médecin. Comment est-ce que tu arrives à composer et à faire coexister la course à pied, ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Comment est-ce que tu agences tout ça dans une semaine type pour toi? C'est très aléatoire parce que je peux très bien passer d'une semaine où je ne travaille pas et donc où les choses s'organisent assez facilement, on va dire, à une semaine où je travaille et où des fois je fais plus de 12 heures dans la même semaine, enfin dans la même journée. Donc à la fin de certaines journées, c'est impossible d'aller courir même avec la plus grande des volontés parce que je sais qu'avec la fatigue, c'est un risque de blessure, un risque de surmenage. Donc c'est assez compliqué par moment. Petit à petit, je commence à m'organiser. Là, pour cet été, j'ai compris que je pourrais pas faire de grosses préparations, des longues distances. Donc, je fais des sorties plaisir. S'il y a des moments où j'ai la forme, bah, je fais la distance que j'ai envie de faire. Tant pis si c'est pas une vraie préparation. Je sais aussi qu'à force de faire des distances de façon assez aléatoire et parfois des 30 km ou plus, bah, mon corps est capable de le faire. Donc, si j'en ai envie à un moment, je me limite pas là-dessus, quoi. Et j'essaie de faire quand même du renforcement assez souvent, voire tous les jours, au moins 5 minutes, même si c'est pas grand-chose, juste histoire d'éviter les blessures. Merci beaucoup pour cette présentation, Claire. Place désormais à notre séquence de la basket chinoise, notre format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise pour toi, Claire. Si tu étais un personnage fictif, qui serait-il? Alors, j'ai un mélange entre deux personnages. Il y aurait Mulan et Réponse. En fait, Mulan pour le côté assez guerrière parce que elle est bien plus courageuse que moi, je pense. Ou en tout cas, elle est courageuse comme j'aimerais être. Et assez guerrière et battante. Et elle n'écoute pas, elle continue à avancer quoi qu'on lui dise. Et Réponse, le côté qui sort du donjon, qui découvre l'herbe fraîche avec sa poêle dans la main, c'est un peu moi, ça. Et du coup, voilà, un petit mélange des deux. Franchement, je pense que c'est pas mal. T'as regardé beaucoup de Disney dans ta jeunesse et encore aujourd'hui peut-être d'ailleurs?
Ouais, et Réponse fait partie des Disney que j'ai pas mal vu avec Vaiana quand même. Vaiana pour aller en Calédonie. Dans l'avion, je crois que je l'ai pas loupé une seule fois. D'accord, elle est proposée systématiquement dans tous les vols, c'est ça? Pour aller en Calédonie, oui. Et du coup, voilà, à chaque fois, je l'ai regardé. C'est ta Madeleine de Proust. Deuxième question de cette basket chinoise pour toi, Claire. Si tu étais un animal, lequel serait-il? Pareil, un mélange entre deux trucs qui n'ont strictement rien à voir. Entre un sanglier, parce qu'en fait, je suis pas très délicate sur les sentiers. S'il y a une flaque de boue, moi, je vais droit dedans. Ça me fait vraiment rire. Quelle que soit la profondeur de la flaque, j'y vais. Et j'adore, plus je suis sale, plus je suis morte de rire. Est-ce que ça fait rire tes voisins à côté ou pas? Que tu asperges au passage? Ça dépend. Après, bon, voilà, ils le savent. Et mon copain m'appelle parfois Mimi Cracra quand même. Donc, voilà. Et l'autre animal, ça serait une raie manta, parce que en vrai, j'adore être sous l'eau. C'est l'endroit où je me sens le plus calme. Et une raie manta, c'est juste majestueux, ça vole dans l'eau. Enfin voilà. Moi, j'ai adoré nager à côté plein de fois et j'adore cet animal, quoi. J'essaie de visualiser ce que pourrait être le mélange d'un sanglier et d'une raie manta. C'est assez particulier comme résultat. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant comme réponse. Dernière question, c'est le basket chinoise pour toi, Claire. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration pour toi? Ça serait Emily Forsberg, qui est la compagne du coup de Kylian Jornet. Je me voyais pas prendre un homme, désolée, comme sportif. Et cette femme, elle performe quand même bien. Elle arrive à être maman. Elle fait attention à l'environnement, à l'alimentation, à la santé, à pas mal de choses. Et je sais pas, elle a une sorte de douceur dans son fonctionnement que j'apprécie beaucoup. Et voilà, j'aime bien le rayonnement qu'elle peut avoir en tout cas. Merci beaucoup Claire de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va maintenant passer à ta course épique, le Grand Raid des Handicapables à La Réunion. Quelques mots introductifs sur cette course qui plante son décor dans le cadre du Grand Raid de La Réunion et des différentes courses qui le composent, et notamment la bien célèbre Diagonale des Fous. Le parcours des courses de ce Grand Raid compte leur lot de jungles, de cirques, de cols de haute montagne, de chemins escarpés, tout cela avec un dénivelé positif souvent très prononcé. La 27e édition du Grand Raid 2019 a réuni 6160 participants sur les 4 courses, dont 4412 qui ont franchi la ligne d'arrivée au stade de la Redoute, et parmi eux les Joëlettes, le nom de ce fauteuil à porteur à une roue que vous avez probablement déjà croisé à l'occasion d'une course et qui permet à des personnes à mobilité réduite d'être portées et de vivre elles aussi pleinement ce que les courses ont de plus beau à offrir. Ce Grand Raid des Handicapables auquel tu as pris part en 2019, Claire, a aussi donné l'opportunité à 11 personnes à mobilité réduite de vivre une formidable aventure sur les sentiers de la Réunion grâce aux porteurs et aux bénévoles de votre association Réunion Aventure Joëlette et sous le parrainage de l'athlète David Hoss. Tu faisais donc partie des 70 personnes dont 31 porteurs qui ont parcouru à cette occasion 110 km, donc 80 km de portage sur près de 9600 mètres de dénivelé cumulé, tout ça en 4 jours. Vous l'aurez compris, nous allons donc vivre par ton entremise aujourd'hui un défi sportif d'exception bien sûr, mais plus que tout, une aventure humaine absolument mémorable. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode, la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à mes invités. Cette question qui pique, une fois n'est pas coutume, va être très directement corrélée au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que d'habitude je vais chercher un peu des trucs tirés par les cheveux. Là, je vais être un peu plus scolaire, on va dire. On en a parlé un petit peu plus tôt, la Joëlette est l'équivalent d'une chaise à porteur munie d'une unique roue qui permet à des personnes à mobilité réduite de vivre une expérience inoubliable et de découvrir le temps d'une course ou d'une balade de nouveaux environnements habituellement pas ou difficilement accessibles pour eux. Voilà ma question qui pique pour toi, Claire. Saurais-tu me donner l'origine de ce nom Joëlette? C'est un certain Joël qui l'a inventé. C'est une bonne réponse. Tu as bluffé ou tu savais? Non, je crois qu'on me l'avait déjà dit, mais je me suis dit qu'avec le bluff, ça pouvait peut-être passer. Peut-être que mon cerveau se rappelait effectivement de ça. En tout cas, c'est une bonne réponse, effectivement. C'est en 1987 que Joël Claudel, accompagnateur en montagne, a imaginé la première Joëlette pour son neveu Stéphane, atteint de myopathie. Joël faisait alors le constat que l'usage d'un fauteuil à 2 roues était bien trop limité sur chemin accidenté. Ainsi, malgré sa maladie dégénérative, son neveu a pu, grâce à cette Joëlette, profiter des grands espaces et découvrir à 17 ans les chemins de l'île de la Réunion, puis ceux de l'Atlas au Maroc. Afin d'en faire profiter un maximum de personnes, Joël a consacré une majeure partie de son temps pendant l'hiver suivant à fabriquer dans son atelier ses Joëlettes, composées d'un siège baquet, d'une roue centrale et de 4 poignées pour ses 2 porteurs. Homme passionné, Joël Claudel partage son projet à travers la création d'Handicap Évasion, auquel les paralysés de France s'associent et qui permet depuis à des randonnées et à des courses autrefois inimaginables d'exister partout en France et dans le monde. Néanmoins, cet homme discret ne souhaitait pas rester sur le devant de la scène et choisit de laisser l'aventure de la Joëlette dans les mains d'autres personnes engagées, dont celle de Feriol Matra, aujourd'hui fabricant exclusif de la Joëlette dans le monde entier. Eh bien écoute, bravo Claire, t'as trouvé, c'était pas facile.
J'ai une question bonus. Est-ce que tu saurais me dire combien de temps il a fallu pour réaliser le prototype de cette joëlette? Elle est toujours dans le bluff. 4 mois? 2 jours. C'était pas Oh. facile. Alors, je sais pas à quel point c'était élaboré, mais en tout cas, voilà, la littérature explique qu'il lui a fallu 2 jours pour concevoir les grands principes, en tout cas, de la joëlette. Bon, c'en est fini en tout cas de cette question qui pique. Bravo à toi aussi. Tu t'en es très bien sorti. Place à ta course épique, le Grand Raid des Handicapables à La Réunion. Avant de partager avec nous plus particulièrement cette course épique, est-ce que tu pourrais nous parler de ton lien avec La Réunion, une île sur laquelle tu as eu la chance, on peut le dire, d'habiter? Et ben, La Réunion, j'ai découvert ça en 2017 en allant en vacances là-bas avec mon copain. Pour moi, c'était une île où il y aurait des palmiers et de l'eau turquoise et rien de plus. Et en fait, j'ai découvert une île, l'île intense, enfin vraiment. J'ai découvert les cirques, la beauté de cette île, la variété de cette île, et j'ai eu un énorme coup de cœur. L'année d'après, mon copain avait déjà prévu de partir y vivre pour 6 mois. Et dès que j'ai découvert en 2017 l'île, j'ai fait c'est bon, ok, l'année prochaine, j'arrive, quoi. Et, et en fait, donc j'y ai passé 6 mois pour finir mon internat là-bas. 6 mois dans une équipe géniale à l'hôpital, 6 mois à rencontrer des gens géniaux, dont Réunion Aventure Joëlette. Enfin, 6 mois extraordinaires, tellement géniaux que quand j'ai traversé l'île pour la première fois avec eux, ils m'avaient proposé de faire la Diagonale des Fous avec eux l'année qui suivait. Et je savais à ce moment-là que je serais en Calédonie et je leur avais dit que en fait, je leur faisais la promesse de revenir, que tant pis s'il fallait que je fasse 30 heures de vol, je les ferais. Je voulais absolument être avec eux et que j'allais revenir, quoi. Promesse tenue. Ouais. Et cette île, enfin, c'est une île magique, c'est une île qui restera, enfin, elle est même tatouée dans ma peau. Enfin, donc, non, c'est une île magique. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue plus spécifiquement donc, cette idée de participer à cette course de Joëlette en 2019 et donc, dans quel contexte tu as eu ces échanges et cette idée de revenir et de contribuer à cette course? Et puis, est-ce que c'était ta première initiative solidaire? Est-ce que tu avais déjà fait des courses de cette Akabila? Et en fait, quand j'y habitais à ce moment-là, en 2018, vers le début de mon arrivée, j'ai découvert Réunion Aventure Joëlette via l'intermédiaire d'un ami qui m'avait dit qu'il connaissait une réunionnaise qui faisait des randonnées, qui faisait du trail. Je l'ai contactée et en fait, elle m'a dit « mais je fais pas du trail, je suis quelqu'un qui participe à des sorties avec des Joëlettes et la prochaine sortie, on traverse toute l'île de la Réunion. Si tu veux venir, tu peux, mais voilà, c'est plusieurs jours d'aventure, quoi. » Et en fait, je rêvais de traverser l'île de la Réunion, porter une Joëlette, je m'étais toujours dit que c'était génial comme principe, mais je savais même pas que ça existait à La Réunion. Donc, en fait, j'ai sauté sur l'occasion et ça s'est tellement bien passé que c'est là qu'ils m'ont parlé que l'année suivante, ils refaisaient la même chose, mais pendant la Diagonale des Fous. Et donc, c'était obligé de recommencer avec eux. Et ensuite, j'ai vécu plusieurs expériences avec eux, comme le Piton des Neiges, le Piton de la Fournaise, aller voir les éruptions, faire la traversée de l'île de Rodrigue aussi avec la Joëlette pendant un trail. Enfin, voilà, plusieurs aventures avec eux et c'était obligé de revenir en 2019 pour la Diagonale, quoi. Que représentait cet engagement pour toi et quel sens tu tenais à lui donner? Est-ce qu'il faisait écho à une histoire personnelle ou pas particulièrement? Il me faisait écho parce que moi, du coup, j'ai des problèmes de santé qui font que je ne suis pas censée faire du trail, qui font que je suis censée porter des attelles en continu, qui font que je ne suis pas censée porter des charges lourdes, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, grâce à mes kinés, justement, on a beaucoup travaillé sur le renforcement musculaire et on a surtout vu que le meilleur remède pour moi, c'était le mouvement, en fait. C'était de bouger, c'était de faire du sport, c'était de connaître justement ces douleurs, de connaître les douleurs de blessure, de connaître les douleurs liées à la maladie, de connaître mon corps. Et en fait, quand j'ai parlé de cette aventure à ma kiné, à Manon, Manon était pas du tout chaud au départ, mais quand elle a vu que de toute façon j'allais y aller, elle m'a suivi dans le projet, elle m'a fait faire pas mal de renforcements. Et en fait, tout s'est très bien passé, j'ai eu aucune blessure et du coup, c'était génial de pouvoir partager ça avec des gens qui, eux, s'ils pouvaient, ils aimeraient porter. Et moi, oui, on me l'interdit, oui, j'ai un problème de santé, sauf que finalement, je le régule plutôt bien et je suis capable d'aller aider d'autres gens alors que je pourrais être dans la même situation qu'eux, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation individuelle que tu as mise en œuvre pour cette diagonale? Je faisais du trail à ce moment-là, donc j'habitais en Calédonie, donc je faisais du trail. J'ai continué à faire pas mal de dénivelé, beaucoup de renforcement pour être sûr qu'en fait les cuisses, que les quadriceps encaissent tout le poids de la Joëlette et un peu de gainage aussi, mais surtout renforcement des cuisses et trail.
Voilà, principalement. Est-ce que tu pourrais nous parler de la dimension plus technique et matérielle d'une joëlette? Concrètement, ça veut dire quoi porter une joëlette? Comment les porteurs doivent-ils s'organiser? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors, les porteurs fonctionnent en binôme. On a toujours le même binôme. Chaque binôme a un numéro. Et pour porter, donc on passe de 1 à 1. Dès que le 1 a porté, on passe au 2, etc. Et donc, il y a toujours un roulement. Le plus grand porteur est à l'arrière en montée et le petit devant. Et c'est l'inverse en descente, afin que la joëlette soit la plus horizontale possible. On s'attache par des anneaux, enfin par des mousquetons. En fait, on a un espèce de 8 qui se croise dans le dos avec des mousquetons sous les aisselles et il y a des crochets sur la joëlette. Donc, on s'attache avec ça, un devant, un derrière. On est entre les bras de la joëlette et on la soulève. Au moment de la soulever, l'équipe nous aide parce que la joëlette à vide fait déjà 27 kilos, si je ne me trompe pas. Et donc, avec un adulte, ça peut être pas loin de 100 kilos. Et donc, l'équipe nous la soulève et après, nous la pose sur les épaules, en fait. Et après, c'est parti. Quand on ne porte pas la joëlette, les binômes aident, soit tirent, soit poussent celui qui porte pour aider en fait, donner plus de vitesse et pour pouvoir soulever les jambes quand les marches sont très hautes, ce qui est le cas à La Réunion, quoi. Et on parle de quel cycle? Quelle est la fréquence à laquelle quand vous portez? On parle de cycle de quelques minutes, d'une demi-heure, plus que ça? Non, pas des demi-heures. Si c'est pas trop difficile, ça peut nous arriver de porter pendant 4-5 minutes. Mais quand c'est très technique, déjà pendant 1 ou 2 minutes, c'est le maximum. D'accord, donc il y a une rotation quasi constante. Ouais. Et vous avez quelqu'un qui orchestre tout ça et qui supervise un peu les places de chacun et qui dicte les numéros qui doivent être en place et portés, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc là-dessus, on est tous assez disciplinés. On écoute celui qui nous dit, même si on n'est pas fatigué, qu'on a envie de porter encore, on doit le poser. Enfin, on sait que c'est pas une question d'ego, c'est un travail d'équipe. Donc chacun ravale sa fierté et le but, c'est que le porter profite. C'est pas que nous, on se mette en avant. Donc voilà, nous, on est juste un moteur. C'est pas à nous de nous faire valoir, quoi. Au-delà de ta préparation individuelle, est-ce qu'il y a des choses que vous préparez en amont tous ensemble? Enfin, tu as parlé des courses auxquelles tu as pu participer. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à avoir justement cette organisation? Enfin, est-ce qu'il y a une préparation collective à imaginer aussi dans le cadre d'un défi comme celui auquel vous avez participé? Oui, alors moi, j'y étais pas en 2019, mais en fait, toutes les sorties pendant l'année sont des entraînements, du coup, pour des événements comme ça. Et donc, pendant l'année, ils ont fait différentes sorties à différents horaires, dans différents endroits, la plupart du temps sur les sentiers sur lesquels on passe ensuite pendant la course, pour pouvoir être prêt, savoir où sont les difficultés, savoir comment gérer, est-ce qu'il faut démonter un bout de la joëlette, des choses comme ça. Parce que certains sentiers sont trop étroits, donc parfois, il faut démonter des choses. Est-ce qu'il existe des limites sur les profils que vous pouvez porter? Ou est-ce qu'il n'y a pas de contraintes et la joëlette permet d'avoir tout type de portée? Alors, par rapport aux portées à proprement parler, la personne qu'on met dedans, le poids va être une limite. Si c'est trop lourd, vraiment, on ne peut pas. C'est trop compliqué. Et ensuite, le dénivelé, enfin le profil de la montagne peut vraiment déterminer les choses. Il y a certains sentiers à La Réunion qui sont trop raides et trop étroits. Les virages seraient pas possibles en fait sur le plan technique et trop risqués. Et si un des porteurs tombe, il fait tomber le binôme et il fait tomber le porté aussi. Donc voilà, on se limite à des choses qui sont raisonnables et possibles, qui sont déjà bien techniques. Donc ça dépend de la montagne. Est-ce que vous aviez rencontré en amont les personnes à mobilité réduite que vous alliez porter? Comment est-ce qu'elles ont été choisies? Enfin voilà, comment est-ce que tout ça s'est organisé? Oui, alors on les connaissait déjà parce que pareil, pendant les entraînements, en fait, on les fait avec eux. On les emmène pas forcément sur le sentier qu'ils vont faire par la suite parce que le but, c'est qu'ils découvrent encore plus. Donc en général, ils vont faire d'autres sorties pour découvrir autre chose. Mais comme ça leur permet déjà d'avoir été portés parce que ça reste quelque chose d'assez impressionnant. Ils sont plus en hauteur. C'est pas eux qui dirigent les choses. Quand c'est en descente, c'est vraiment vertigineux. Certains sentiers, déjà, nous, sur nos pieds, sont un peu surprenants, on va dire. Et pour eux, c'est encore plus impressionnant parce qu'ils sont vraiment inclinés. Donc, et à des moments, ils sont au-dessus du vide, vraiment. Donc, il faut être déjà un peu habitué. Ça demande aussi un certain gainage. Et donc, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas porter ou alors, en les portant, on se rend compte qu'il y a besoin de rajouter une ceinture de maintien ou des choses comme ça. Donc, il y a besoin justement de faire des essais. Et puis, il y a certains portés,
qui se rendent compte aussi qu'ils peuvent pas, qu'ils ont trop peur ou n'importe. Donc, pareil, c'est utile d'essayer avant, en tout cas. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course, Claire? Beaucoup d'émotions, de la fatigue. Et tu as été servie sur ces deux points-là. En tout cas, tu as été servie. Oui, oui. Et, des moments inoubliables, des moments de partage, de chant, de joie, de tout, en fait. Enfin, mais tout ce qu'on peut vivre dans le trail m'a décuplé. Ça y est, nous sommes le jeudi 17 octobre 2019. Nous sommes à quelques minutes du départ. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui devait être assez exceptionnelle, d'autant plus que vous avez le privilège d'ouvrir le bal quelques minutes avant le départ de la diagonale? Ambiance de fou, parce que rien que de passer à côté des coureurs qui, eux, vont partir pour la diagonale des fous, tout le monde nous fait une ovation, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Saint-Pierre, il y a une ambiance de folie le jour du départ, sur la ligne, mais pas seulement, en fait. Pendant les 5 kilomètres qui suivent, c'est la même chose. L'ambiance est dingue. On part 15 minutes avant les coureurs. Du coup, tout le monde est déjà en place. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant. Et la télé nous a suivis quasiment sur sur les 110 kilomètres. Ce qui est aussi impressionnant parce que j'ai pas l'habitude de ça. Moi, je suis une petite personne dans sa montagne qui fait sa petite vie. Et là, voir tout ça pour nous, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Dans quel état d'esprit tu te sens, toi, sur la ligne de départ? Tu es impatiente, un peu nerveuse, enthousiaste? Comment est-ce que tu vis ce moment-là? Impatiente, je sais très bien que ça va se passer à merveille, que ça va être génial. Je les connais tous, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de chanter avec eux, de rigoler, qu'ils me charrient sur le fait que je mange tout le temps, que j'ai trop hâte de tout ça. Enfin, en fait, ça fait 1 an que je l'attends, quoi. Pour moi, c'est Noël. Et en dépit de cette euphorie ambiante, est-ce qu'il y a malgré tout des choses que tu redoutes un petit peu sur les jours de course qui se profilent devant vous? La fatigue. C'est toujours ma bête noire, la fatigue, parce que c'est ce qui fait en général que je me blesse. Et c'est ce qui fait aussi que des fois, je profite moins ou que j'arrive pas à donner le meilleur de moi-même. Et du coup, je me sens très frustrée dans ces moments-là. C'était simplement ça, je pense. Qu'est-ce que tu ressens sur les toutes premières foulées de la course? Quel effet a cette ambiance incandescente sur toi et sur vous tous? Je pourrais courir à une vitesse de folie. Je pourrais faire ça pendant des heures. Enfin, vraiment, ça nous porte. Enfin, t'as envie de pleurer, en fait, alors que c'est le départ, quoi. C'est compréhensible, ouais. Ça doit être extrêmement fort. Non, c'était génial. Vraiment, en 5 kilomètres avec des gens qui encouragent et certains découvrent que ça existe, en fait, et trouvent ça génial. Enfin, je sais pas, c'est un mélange de plein de choses qui sont... faut le vivre. Il faut aller porter une joëlette. C'est noté, j'invite tout le monde à le faire. Je l'ai pas encore fait d'ailleurs, moi, mais c'est quelque chose auquel il faut que je m'attache absolument. Claire, après 10 km de course, les concurrents de la tête de la diagonale commencent à vous rattraper. L'athlète David Hauss, qui est très sensible à votre initiative, vient notamment vous saluer pour le plus grand bonheur de tous. Ouais, cet athlète, on l'a déjà vu l'année d'avant, en novembre 2018, sur le trail de Rodrigue. Et il avait gagné le 50 km, nous on avait fait le 25. Il nous avait attendu à l'arrivée, nous avait félicité. Enfin, on avait parlé un petit moment avec lui et c'est quelqu'un en or. Et franchement, il est dans la tête de course, il est dans les 10 premiers, je crois, et il fait un détour juste pour venir nous dire félicitations, bonne course. Enfin, juste ça, c'est genre, moi de base, je l'admire, mais là, c'est bon. Pour moi, et je vais forcément l'admirer à vie. Enfin, c'est quelqu'un de génial. Non, c'était super chouette. Tu admirais le sportif, maintenant tu admires aussi l'homme, c'est ça? Ben oui, oui, oui. Vous continuez votre route et vous faites, il y a une petite pause ravito assez frigorifique et quelques heures de course qui se passent. Puis place ensuite à un passage en bus qui vous permet de rallier Cilaos sur une route plus ou moins sinueuse. Comment est-ce que tu vis ce passage nocturne? Ce passage nocturne est peut-être un petit moment un peu stressant parce que je sais qu'en fait, si je ne me repose pas, ça sera nuit blanche. Et que, comme j'ai dit tout à l'heure, la fatigue, ça m'inquiète. Donc bon, j'essaye de dormir, mais route beaucoup trop sinueuse, donc impossible. En même temps, c'est l'euphorie dans le bus, tout le monde fait la fête. Donc un mélange de plein de choses et à me dire aussi qu'on va attaquer le col du Taibit juste après, col dans lequel j'ai déjà paniqué sur un 52 km, justement le fameux trail où j'avais paniqué avec les barrières horaires. Même si là, il n'y a pas de barrière horaire, c'est pas le même concept, mais du coup, j'ai une petite revanche à prendre avec lui, donc voilà,
Il y a un petit peu de stress, mais en même temps, ça va être chouette. Vous repartez donc ensuite au pied du col du Taibit et vous allez vivre un lever de soleil assez magnifique lors de son ascension, alors que se profilent derrière vous à nouveau les athlètes qui sont en tête de course, c'est ça? Les athlètes, on sait qu'ils peuvent nous rejoindre à tout moment dans la montée ou dans la descente. Donc, on s'est pas mal dépêché pour pas les gêner parce que clairement, le chemin est étroit et on prend toute la place. On les a du coup vus passer à Marla. Et pareil, moi, j'avais l'impression que c'était encore Noël. Enfin, c'est comme si j'étais aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est impressionnant de voir la tête de course passer devant nous. Enfin, moi, j'étais heureuse comme tout. On a pu se reposer un petit peu en attendant le prochain porté. Et ouais, c'était Noël. C'était juste génial. Et si on parle un peu des portées, tu as vécu un moment particulièrement génial avec Lydie, qui t'a vraiment sidéré par son énergie. Est-ce que tu peux nous en parler? Mais Lydie, c'est une nana qui a 33 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est une nana en or avec laquelle je m'entends extrêmement bien, qui est super battante, qui certes a une maladie, mais qui donne tout pour être une maman géniale, pour bouger. On a déjà fait avec elle une sortie où elle n'a pas voulu aller dans la Joëlette et où elle a fait du vélo avec un vélo adapté à son handicap et où moi je tractais son vélo. Enfin, voilà, je suis toujours dans des défis idiots avec elle et toujours dans une énergie positive, toujours avec le sourire, même si elle est fatiguée par moment, même si des fois ça va pas, toujours un entrain génial. Et là, pendant toute la montée, elle nous a fait des blagues, elle a profité du lever de soleil, enfin vraiment, c'est un rayon de soleil, cette nana, c'est de l'or en barre. Après Marla, vous avez aperçu les premiers, tu nous l'as dit, vous vous préparez à rentrer à nouveau dans Mafat. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage particulièrement technique et des ajustements que vous avez dû opérer avec la Joëlette? Alors après Marla, du coup, on en ressort vers le col des Bœufs. Et en fait, quand on y rentre, donc c'est par sentier scout pour tous ceux qui ont fait des balades à La Réunion ou qui ont déjà fait la Mascarène ou la Diagonale, vous verrez ce que c'est. Et donc, il y a un endroit qui s'appelle Grand Rhin, juste avant Deux Fesses. Écoutez, les Réunionnais aiment bien le nom des sentiers. Et donc, ce passage est assez compliqué. C'est en montée, c'est très étroit. Il faut qu'on démonte un bout de Joëlette parce que sinon, ça ne passe pas. Et en fait, il n'y a pas la place pour changer de porteur en plein milieu. Donc, parce qu'on ne peut pas se croiser sur le chemin tellement il est étroit. Du coup, quand on y va, c'est d'une traite et il faut pas réfléchir. Et c'est assez vertigineux. Il y a une main courante. Enfin, c'est assez technique. Et du coup, ce passage pour le porter et le porteur est le moment. Enfin, il y a un moment à la fois intense, à la fois stressant, à la fois génial parce que c'est un chouette défi. Du coup, bon, ça s'est bien passé. On l'avait déjà fait à d'autres moments. Moi, je l'avais déjà fait l'année d'avant en tant que porteur à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'assez chouette à passer, justement. C'est déjà la deuxième nuit, la nuit du vendredi soir. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle s'est passée pour vous? Du coup, on a dormi dans un gîte à l'Îlette à Malheur. Donc ça, c'est toujours dans ma fête. À ce moment-là, on avait quitté le sentier de la Diagonale des Fous parce qu'on ne pouvait pas faire tout le parcours. On a bien profité, on a un peu chanté, un peu fait la fête, mais pas trop parce que le lendemain, on sait quand même qu'il faut repartir et avoir les jambes en forme. Donc, un mélange de plein de choses et surtout beaucoup de fatigue parce que la veille, ça reste une nuit blanche, en fait. Vous repartez le lendemain matin avec Théo en direction de la rivière des Galets. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage et de ce moment? Théo, du coup, il arrive en hélicoptère à l'Îlette à Malheur parce que personne ne peut le porter en voiture, il n'y a pas de route. C'est son arrivée, elle est juste géniale. Pareil que Lydie, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est plein d'énergie et il est arrivé avec sa femme qui est pas une grande randonneuse, qui connaît pas forcément les sentiers sur lesquels elle va marcher. Et donc, elle a profité de cet événement pour partager les choses avec nous, avec son mari et découvrir aussi l'île. Donc, c'était quelque chose de très chouette, d'assez fort pour le couple. Théo, pendant toute la descente, on le sait qu'il est stressé, qu'il a toujours un peu peur, mais il nous guide. En fait, il fait vraiment partie de l'équipe, même s'il peut pas marcher. Il nous dit toujours s'il y a une marche, s'il y a quoi que ce soit. Moi, en descente, je suis derrière, donc je vois rien. Et c'est Théo qui me dit si j'ai des obstacles qui arrivent. Et en fait, c'est Théo, c'est mes yeux. Et j'adore ce fonctionnement de se dire, bah oui, c'est une personne à mobilité réduite, mais il est clairement dans l'équipe. Et du coup, ça, c'était un moment génial. Et c'est pour ça que j'adore partager ça avec des personnes
mobiles et des personnes à mobilité réduite, quoi. Le moment est venu ensuite de laisser Théo. Vous empruntez alors le même sentier que la Mascareigne, cette fois sans Joëlette. C'est l'occasion pour vous de vous accorder une session très ludique entre porteurs sur ce passage où il n'est techniquement pas possible de porter quelqu'un, c'est ça? Oui, parce que du coup, on doit monter la montée de Dodane, qui fait, je ne sais plus tout à fait, mais ça doit faire 800 ou 900 de dénivelé sur 3 km, quelque chose comme ça, 3-4 km, ce qui reste quand même assez raide Un beau et morceau. technique. Et il y a des échelles, donc clairement, la Joëlette ne pourrait pas passer dans les échelles. Donc oui, on part sans la Joëlette et on a 20 km pour se défouler, en gros. Pour moi, pareil, c'est la cour de récré, c'est le moment où j'ai pas besoin d'être sérieuse, d'être concentrée, où je peux faire un peu ce que je veux. Et du coup, ça fait du bien. Sauf que pas de chance, on s'amuse à faire la course avec les copains, ça se passe bien. Et en fait, je vois un monsieur sur le sentier qui n'a pas l'air d'aller bien. Et je vois qu'un autre monsieur est au téléphone à ce moment-là et semble assez paniqué. Donc tu sors ta casquette de médecin illico. C'est ça, je comprends très vite qu'en fait, cette personne est au téléphone avec les secours et qu'il ne sait pas du tout comment gérer. Donc, je lui propose de l'aide. Là, je reçois un téléphone dans la main avec comment gérer le bébé, quoi. Et donc, je me retrouve à devoir faire le médecin en plein milieu de tout ça et voilà, à devoir aider ce coureur, quoi. Qui avait quoi comme symptôme? Qu'est-ce qu'il ressentait? Il n'arrivait plus à parler. Il répondait pas trop aux questions. Il était assez hagard. Il regardait dans le vide. Il comprenait pas vraiment ce qu'on lui demandait. Même des ordres simples comme serrer les mains, il le faisait pas. Il était à deux doigts de perdre connaissance. Enfin, il était pas très bien. Ce qui fait que direct, je me suis dit que ça pouvait être plusieurs pathologies qui pouvaient être potentiellement très graves. Et donc, voilà, j'ai préféré prendre les choses au sérieux plutôt que de continuer à m'amuser et courir surtout. Moi, je faisais pas une course. Donc, il valait mieux que je reste Il fallait être là pour lui. Et c'est quoi les délais d'intervention qu'on peut imaginer compte tenu de l'emplacement dans lequel vous étiez? Est-ce que une situation qui potentiellement peut être urgente comme la sienne, est-ce qu'il y a la possibilité de l'adresser rapidement ou est-ce que c'est perdu au milieu de nulle part et que nécessairement il faut plusieurs heures pour les secours pour arriver? Et pour ceux qui ont déjà fait la course à La Réunion, en fait, c'était après la descente de Cala, sur le sentier de Ratinot, sur la descente vers la Possession. Du coup, c'est un endroit où il y a beaucoup de forêt, donc l'hélitreuillage est compliqué parce que forêt très dense. Donc en fait, direct, c'est ce que j'ai compris en voyant où j'étais. Et les secours sont disponibles, soit ils peuvent venir à pied, soit éventuellement l'hélicoptère peut poser des secouristes ailleurs et ils finissent à pied. Soit, moi, il faut que je trouve un moyen pour le descendre, quoi. Donc, à ce moment-là, je savais pas forcément les délais. Je savais que l'organisation et les médecins de la course ont l'habitude, on va dire, de devoir se débrouiller. Je savais que ça pouvait être très long et je savais aussi qu'il fallait que je sois efficace, on va dire. Donc tu es resté avec lui quelques heures jusqu'à l'arrivée des secours, c'est ça? Oui, j'ai quand même réussi à faire en sorte qu'il aille un petit peu mieux. Du coup, on a réussi à descendre un peu en marchant. Moi, mon seul but, c'était de le faire marcher jusqu'à un endroit où il y aurait plus d'arbres, parce qu'en fait, je connaissais le sentier, je savais que plus loin, c'était beaucoup plus dégagé, et je me disais, dans le pire des cas, si c'est dégagé, l'hélicoptère arrive, quoi. Et si l'hélicoptère arrive en quelques minutes, ça peut être vite réglé, et ça peut vraiment me sauver, et ça peut surtout le sauver lui, quoi. Donc tu l'as laissé à ce moment-là, t'as réussi à l'accompagner jusqu'à chemin un peu plus, enfin ce passage un peu plus dégagé et t'as pu le laisser là et une fois qu'il était pris en charge, c'est ça? Oui, les secours sont arrivés à pied avec la civière, les médecins, les infirmiers. Je crois que j'ai passé 3 heures avec lui. Et en fait, il n'avait pas mangé, pas bu depuis le jeudi 20h. Et on était le samedi 16h. Ça fait long. Ouais. Et c'est des choses qui arrivent assez souvent sur des courses comme ça parce que les gens n'arrivent plus à manger, ne se forcent pas et continuent de se dire que ça va le faire. Et en fait, ils ne sont plus lucides et forcément, ça fonctionne pas, quoi. Donc ce petit interstice te permet aussi de te trouver un job potentiellement pour l'année d'après, c'est ça? Oui, quand on est arrivé au stade de la Redoute à la fin de la course, le médecin que j'avais au téléphone pendant plusieurs heures pour qu'il vérifie que tout aille bien, que je m'en sorte toujours parce que j'avais pas grand-chose avec moi. J'avais pas de trousse de médecin, j'avais un sac de trail, c'est tout. A voulu me recruter pour l'année suivante, oui. Il m'a demandé si je pouvais intervenir dans l'équipe médicale parce que j'avais eu les bons réflexes. Bravo. Tu repars donc seul ensuite jusqu'à ton arrivée dans un gymnase où tu te retrouves le reste de l'équipe pour y passer ce qui sera votre 3e nuit depuis le départ. Dans quel état physique tu es, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu es toujours aussi éprouvé? On est fatigué. Après, je me souviens
pas d'être exténuée. Je sais que là, je vais pouvoir un peu plus dormir, enfin que ça va faire une deuxième nuit de récupération. J'ai quand même eu de la pause, une grosse pause avec l'intervention pour aider le coureur. Donc ça va. Et j'ai hâte aussi, j'ai surtout très hâte d'arriver à la Redoute parce que je sais que ça va être la fête en fait. Donc c'est beaucoup plus facile que si je faisais une course seule. En fait, je pense qu'à l'équipe, je pense pas à moi. Vous décollez très tôt le lendemain matin avec un réveil à 3h30 du matin qui a dû piquer un tout petit peu. Après un dernier gros ravito, vous voulez embarquer sur le mythique chemin des Anglais. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage délicat de la course et notamment de ce merveilleux moment que tu vis avec le jeune Noam? Alors, le chemin des Anglais, c'est un sentier qui est très technique. Imaginez Paris-Roubaix, mais en pire, vraiment pire, avec des pierres noires qui reflètent la chaleur et qui gardent la chaleur, quel que soit l'horaire à laquelle vous passez. Et du coup, un chemin complètement irrégulier, en fait. C'est des pavés, mais c'est irrégulier. Des montées, des descentes, et il fait extrêmement chaud. Et du coup, à ce moment-là, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc on s'est bien entraîné. Et à ce moment-là, désolé Guillaume, mais c'était pas Noam, c'était Erika. Ah, pardon. Pas de souci. Désolé pour Noam et pour Erika. Et Noam était juste après. D'accord. Et Erika, du coup, ça s'est très bien passé, sauf qu'à la fin du sentier des Anglais, on a cassé un des bras de la Joëlette, ce qui fait qu'on a dû finir de porter la Joëlette comme on pouvait pour arriver au ravitaillement d'après et récupérer une Joëlette intacte. Et donc ensuite Noam, qui avait cherché des animaux un peu partout. Et ensuite Noam, oui. Noam qui a 5 ans, qui est adorable. Encore un rayon de soleil. En fait, vraiment, ils ont tous le sourire. Enfin, ils savent que tout le monde se donne, eux aussi. Eux, ils savent qu'on est fatigués, donc je pense qu'ils ont envie de nous donner leur énergie. En plus, ils découvrent des choses géniales, tous ces portées, et donc ils le vivent à fond, ils le vivent pleinement, ils nous transmettent tout ça. Et Noam, petite boule de soleil, je sais pas, mais qui cherche des pandas au milieu de la forêt de la Réunion. Et donc, malheureusement, il n'y en a pas. Mais il a découvert beaucoup d'autres choses. Oui, et on a pu profiter, et j'ai pu même donner mon harnais à des mamans pour que sa maman puisse le porter avec le papa. Ce qui était très chouette parce qu'elle avait jamais pu le porter comme ça. Et du coup, c'était génial de pouvoir dire que c'était les parents qui le promenaient et qui lui permettaient de découvrir des choses. C'est pas trop difficile quand vous vous séparez avec chacun des portées tout au fil de la course? Est-ce que c'est pas des moments aussi, des micro-moments hyper intenses en émotion au moment de se dire au revoir? Et merci aussi. Ah si. C'est les moments d'arrivée, de départ. À chaque fois, c'est riche en émotions, riche en pleurs, riche en beaucoup de choses. Après, on le sait qu'on va les retrouver à l'arrivée pour vivre l'arrivée tous ensemble. Mais à chaque fois, les séparations, c'est compliqué parce qu'on sait aussi qu'il faut se remettre dans la concentration pour le suivant. Enfin, c'est comme une fin de colonie à chaque fois. Avec la promesse de se revoir qui est belle. Oui. Après quelques ultimes ravitaux et descentes, vous arrivez à la descente du Colorado, qui est la dernière de la course, et vous retrouvez les derniers concurrents du Grand Raid. Comment se passent ces derniers moments de course? Du coup, on les a doublés dans la descente du Colorado. On les a attendus ensuite pour les laisser arriver avant nous. Moi, je les admire tout autant en fait que les premiers, c'est les coureurs parce que ils ont le courage d'aller jusqu'au bout, même si la barrière horaire est pas loin d'eux, même s'ils sont épuisés, même s'ils ont des douleurs. À ce moment-là, c'est quand même le dimanche. Il est pas loin de 15 heures. Ils sont partis le jeudi soir à 22 heures. Ils ont pas spécialement dormi. L'avant-dernier a des crampes, mais qui lui sidèrent tout le corps. Enfin, moi, vraiment, malgré tout ça, je reste admirative de me dire qu'il a fini. Je sais même pas si j'y arriverai toute seule un jour à la finir. Et donc, je peux que les admirer. Tu vis une arrivée qui est forcément très forte en émotion. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir cette ligne d'arrivée? Un mélange de plein de choses. De la joie, de la fierté. Heureuse de partager tout ça tous ensemble. Parce qu'à la fin, du coup, dans les personnes qu'on a portées, certaines peuvent marcher, mais avec certaines difficultés sur des tétraplégies. Certains tétraplégiques, par exemple, peuvent marcher, mais très difficilement et très lentement. Donc, par exemple, on a pu finir
avec soit les personnes dans leur fauteuil, soit sur la joëlette, soit portées dans les bras de quelqu'un, soit qui marchaient eux-mêmes. Et se dire que on passe tous la ligne ensemble, c'est juste génial. Qu'est-ce que cette course, elle a changé pour toi? Je crois que je me sens beaucoup plus capable de plein de choses et que tu relativises forcément. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette aventure? Il y en a des milliers, j'imagine, mais est-ce qu'il y a un moment qui incarne plus particulièrement ces 4 jours incroyables, cette aventure humaine? Je dirais que c'est quand on attend les derniers, sous le pont de la Redoute, et que je retrouve Manon, du coup, qui est ma kiné et une de mes meilleures amies, et que, tu vois, il y a l'émotion qui revient. Prends ton temps. Et que et qu'en fait, moi, je suis en pleurs tout le long, et qu'elle me regarde en mode « Bravo, tu l'as fait ». C'est juste génial. C'était vraiment génial de voir ça dans les yeux de tout le monde. Et c'est vraiment un partage de dingue. J'ai reçu des messages, mais de toute ma famille, pendant tous les jours où on marchait. Tout le monde nous suivait sur la télé. C'était impressionnant de voir l'engouement de tout le monde et me dire, punaise, on a fait ça, quoi. C'est trop bien. C'est juste, c'est indescriptible, vraiment. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ces 4 jours? Est-ce qu'il y a eu des coups de moins bien, ou est-ce que vous étiez porté par cette dynamique collective et ce sentiment de vivre quelque chose d'immense et finalement il n'y a pas eu de moment, hormis une lassitude physique, pas eu tellement de moments de moins bien? J'ai pas spécialement de souvenirs de vrai moins bien parce que je connaissais toutes les étapes qui allaient arriver et du coup c'était facile de fractionner. L'équipe nous porte tout le temps. Peut-être un peu de fatigue à des moments qui a pu faire que j'étais un peu plus lasse, mais vraiment l'entrain des uns et des autres et le fait que les portées changent tout le temps, ça remet tout le temps une énergie, tout le temps, c'est la fête dès qu'on en quitte un, c'est la fête dès qu'on en reprend un. Et donc, ça te remet toujours dans une énergie. Peut-être qu'une chose difficile, c'est qu'il n'y avait pas assez de gâteau patates. Et ça, j'aurais bien mangé un peu plus de gâteau patates. J'espère que tu as écrit à l'organisation pour t'en plaindre. Est-ce que tu as eu la possibilité d'entretenir le lien avec certaines personnes que tu as portées et puis plus largement l'équipe dont tu faisais partie à l'occasion de cette course épique? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gens avec qui tu as nourri une relation et que tu entretiens de façon suivie? Alors, il y a quelques mois encore, oui. Après, j'ai quand même beaucoup de boulot, et ce qui fait que ça reste difficile. Ce qui est sûr, c'est que avec Manon, mais elle nous a suivis aussi avec côté des Joëlettes, mais c'est pas tout à fait pareil. Après, j'ai toujours de leurs nouvelles, je suis tout ce qu'ils font. Mais j'ai un peu moins de contact que ce que j'avais avant, pour être honnête, parce que j'ai moins le temps de leur envoyer des messages. Que ce soit sur cette diag ou sur une autre course, est-ce que tu envisages de te relancer dans ce type de défi solidaire à l'avenir? Oui. En fait, là, sur le moment, je me dirais peut-être faudrait que j'ai le temps, ou c'est un peu long, ou n'importe. Mais je sais très bien qu'une fois que j'y serai, ça serait génial. J'adorerais faire ça dans les Pyrénées, mais j'ai pas trouvé d'association qui fait du vrai portage comme on fait à La Réunion. Parce qu'en France, j'ai surtout vu des joëlettes qui roulent. Et à La Réunion, on fait quasiment jamais rouler la joëlette. On la soulève quasiment tout le temps parce que sur les sentiers, on ne peut pas la faire rouler. Et pour moi, ça, c'est le vrai portage. Et non pas que les joëlettes qui roulent, c'est pas, je néglige. C'est juste que voilà, j'ai envie d'aller sur des sentiers un peu plus techniques, un peu plus difficiles avec les joëlettes. Et il faudrait juste que je me renseigne un peu plus. Donc, sur certaines associations, si les membres des associations qui répondent à ce que tu décris nous écoutent dans les Pyrénées, n'hésitez pas à m'écrire guillaume@courseepique.fr et je transmettrai à Claire. Claire, on va parler un peu d'avenir maintenant, que tu as partagé avec nous avec tant de cœur le récit de cette course épique. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets? Est-ce que tu as des rendez-vous à ton calendrier 2021? Tu nous l'as dit, ton planning professionnel est très chargé et contraignant. Est-ce que malgré ça, sur les mois qui arrivent et l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà des perspectives qui se présentent à toi? Pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup de temps,
Je me suis prévu un petit swimrun avec une copine, mais sur une petite distance. Je me suis prévu un petit triathlon, mais pareil, petite distance parce que j'aurais pas le temps. Et de toute façon, tous les dossards ont déjà été pris. Et niveau anticipation, j'ai pas tout à fait géré, on va dire. Donc, donc voilà. Après, je réfléchis à essayer de éventuellement faire un ultra. La seule chose qui m'inquiète, c'est vraiment la fatigue et les nuits blanches. Donc, pourquoi pas refaire du 60 km ou des choses comme ça l'année prochaine. Et pourquoi pas sur le Luchon-Neto Trail ou des choses du genre. Ça, c'est ce qui me dirait beaucoup en 2022. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Claire, est-ce que tu pourrais partager avec nous la phrase qui te motive, qui t'inspire? Est-ce qu'il y a une phrase qui incarne un peu ta philosophie de vie? Tu vas rigoler, c'est encore en lien avec Disney. Quoique je ne sais pas si c'est Disney, c'est peut-être Pixar. Kung Fu Panda, avec la phrase « Hier est l'histoire, demain est mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi ça s'appelle le présent. » Superbe. Bah, écoute, je la connaissais pas. Il faut que j'aille revoir mes classiques de dessins animés Kung Fu Panda. J'ai des enfants, donc je vais sûrement avoir l'occasion de le faire très prochainement. C'est Maître Yugwe qui dit ça au Kung Fu Panda. Un message empreint de sagesse. Claire, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire vivre dans tes baskets cette fabuleuse aventure collective sur les sentiers de la Réunion. Je suis ravi d'avoir pu, par ton intermédiaire, mettre en lumière une si belle initiative solidaire doublée d'un exploit physique absolument exceptionnel. Bravo à toi, à l'équipe de bénévoles qui t'entourait et évidemment aux personnes que vous avez portées sur le trajet et qui ont eu la chance de vivre avec vous cette aventure unique et de découvrir des paysages qui leur étaient jusqu'alors malheureusement inaccessibles. Cette expérience doit être, je n'en doute pas, ancrée à jamais dans vos mémoires et dans vos cœurs à tous. Merci encore pour nos passionnants échanges, Claire. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour tes futurs projets sportifs, personnels. J'espère que tu réussiras à te dégager du temps pour vivre ta passion du sport aussi, à côté de ta grosse charge professionnelle. Voilà. En tout cas, je te souhaite de t'accomplir pleinement. Et merci encore pour ce partage. C'était vraiment passionnant et très émouvant. On a pu sentir ton émotion à la fin de l'épisode. Sache que je l'ai vécu aussi et je suis convaincu que nos auditeurs vont être extrêmement touchés par tout ce que tu as pu nous raconter. Eh ben merci. Et surtout, si ça vous dit de découvrir ce que c'est que les Joëlettes, même si vous êtes une femme de petit gabarit, vous pouvez très bien la porter. La preuve, j'y arrive et on était 4 femmes de petit gabarit à y arriver. Donc n'hésitez pas et c'est une question de volonté, pas une question de force. C'est bien noté. Merci beaucoup Claire. À très bientôt. Bonne fin d'été. Salut. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.